Dieu, est-ce un péché de vouloir rester belle et jeune ?» La comtesse murmure dans l'ombre, une question qui sonne comme une prière. Les ouvriers finissent le mur de pierre qui se dresse désormais à la place de la porte de sa chambre. Dans quelques instants, elle sera emmurée, vivante, car ils vont la maintenir en vie. Ils ont laissé une petite trappe dans le mur pour lui passer de l'eau et du pain. Les fenêtres, elles, sont déjà condamnées. Un minuscule filet de lumière subsiste timidement, et encore, pas toute la journée, juste quand le soleil est du bon côté. Sinon, c'est l'obscurité, le silence, la mort à petit feu. La comtesse a bel et bien péché. Elle a torturé, tué, dévoré plus de 60 jeunes gens, ou peut-être 300, voire 600, on ne sait plus, tellement il y en a. Surtout des filles vierges. Car c'est le sang des vierges qui offre la jeunesse et la beauté, et c'est dans ce sang que se baignait la comtesse. La dernière pierre est posée. On entend encore les derniers raclements de la truelle qui étale le mortier, et plus rien. Seule, dans le noir, jusqu'à la mort. Telle est sa peine. La comtesse paie le prix de ses meurtres odieux. Podcast Story. Voilà comment se termine l'effroyable et véridique histoire de la comtesse Báthory, morte en 1614, emmurée dans son château de Charkice, en Slovaquie. Celle qu'on appellera la princesse sanglante aura passé 3 ans à mourir. Elle dont la vie est une histoire d'horreur. Elle qui a inspiré à l'écrivain Bram Stoker la légende de Dracula. Celle dont on dit aujourd'hui qu'elle était une serial killeuse, la première, la pire. 1560. Le Moyen-Âge se termine. Un nouveau monde se dessine en Europe. À Londres, Paris, Vienne, une nouvelle période est en train de naître. Une période que l'on nommera l'époque moderne, le temps des rois, des grandes découvertes, les Lumières, la Révolution française. Mais au cœur de l'Europe centrale, on est bien loin de tous ces changements. On vit dans un monde pétri de religion et de superstitions, de violence, de nobles impitoyables et de paysans affamés. Un monde de guerre aussi, contre les Turcs qui menacent au sud. L'Empire ottoman gagne l'Europe, il faut les contenir. Le 7 août 1560 naît Élisabeth Báthory. C'est elle, la comtesse sanglante. Les Báthory sont une grande famille hongroise, une des plus anciennes et des plus puissantes du royaume. On possède des terres, des châteaux, des villages. On est prince, comte, duc, baron, dignitaire de l'Église. On est influent à la cour du roi. D'ailleurs, on prête au pays des fortunes et on donne des soldats pour lutter contre les Turcs. Élisabeth est donc issue de la noblesse. Elle passe son enfance dans un château familial en Transylvanie où elle apprend le latin, l'allemand, le hongrois. Elle reçoit une éducation de qualité, ce qui est rare, même chez les nobles et surtout pour les filles. Mais elle est fragile, elle vit des moments de démence. L'enfant se jette au sol dans des crises d'hystérie. Elle bave, elle hurle, elle déchire ses vêtements. On la soigne comme on peut, mais on n'est pas surpris. Ce n'est pas nouveau ce genre de comportement dans la famille. Depuis quelques générations, on s'y marie entre soi, entre cousins, pour préserver la lignée, le sang bleu de la noblesse. À force, on voit bien que cette consanguinité finit par produire son lot de dégénérés. Autour d'Élisabeth, on trouve une tante meurtrière, des cousins fous, des oncles hystériques. L'époque est dure, sanglante. Soit on est noble et on fait la guerre, soit on est pauvre, on travaille dans les champs pour les nobles et on crève à 30 ans de faim et d'épuisement. On peut aussi cumuler les malheurs, être pauvre et envoyé à la guerre où l'on meurt rapidement, écharpé par les glaives ottomans. La violence est quotidienne. Un exemple ? Quand un paysan est reconnu coupable de vol ou de malversation, il risque la peine suivante. Le pauvre homme est enfoui vivant dans le ventre d'un cheval éviscéré, on recoue le tout et on abandonne hommes et bêtes dans la forêt
pour qu'il soit dévoré par les loups. C'est ainsi que l'on enseigne à la jeune Élisabeth comment faire régner la discipline sur les terres familiales. Élisabeth est fille unique, gamine solitaire vivant dans un château de pierre, éclairé par des torches fumantes, entouré de forêts profondes. Les hommes qu'elle croise dans les couloirs sombres sont vêtus d'armure, ils sont lourdement armés. Ils reviennent de la guerre. Ils se frottent avec de la graisse de bouc pour camoufler le sang de leurs victimes dont ils sont couverts. Ils sentent fort, ils parlent haut, ils sont comme des démons puants et sanglants. Pour la fillette, la violence et la mort sont la réalité, l'unique réalité de la vie. Pas de douceur, d'amour, d'enfance innocente. On la fiance à 11 ans avec un de ses cousins, le prince Ferenc Nadadi, qui a 16 ans. Comme le veut la coutume, elle quitte sa famille pour le suivre chez les siens sur ses terres hongroises. Leur idylle est consacrée par une sordide histoire. Élisabeth couche avec un domestique et tombe enceinte. Peut-être était-ce un viol, on ne sait pas. Furieux, Ferenc fait castrer le domestique avant de l'exécuter. Notez le « avant ». Il faut souffrir avant de mourir, c'est la loi. Élisabeth accouche, mais personne ne sait ce qu'est devenu le nouveau-né. On n'en parle jamais. L'affaire est scandaleuse. On laisse retomber la pression avant le mariage, qui aura lieu 4 ans plus tard. La famille Báthory est puissante, on l'a dit. Plus puissante que celle de Ferenc, qui décide de garder le nom de sa femme. Il s'élève ainsi d'un cran dans la hiérarchie de la noblesse et le couple s'installe dans un fief des Báthory, le château Tcharkitse. Du haut de son promontoire, il domine un territoire immense. D'autres châteaux au loin, des vallées, des villages, des terres cultivables, des forêts, des hommes, des femmes. Ils possèdent tout, ils sont riches. Ils sont les rois chez eux. Ferenc paye le prix de son rang. Il part à la guerre. Régulièrement, il s'absente de nombreux mois pour se battre contre les Turcs. Il gagne d'ailleurs une réputation de guerrier impitoyable. On le surnomme le Prince Noir, un boucher doué pour le massacre. Pendant ce temps, Élisabeth s'ennuie. Elle a fait 4 enfants, la lignée est assurée et elle règne sur ses terres pendant que son mari fait la guerre. Elle a le pouvoir, elle est libre, toute puissante et elle est belle. Élisabeth est grande, fine, musclée. Ses longs cheveux noirs tombent sur ses reins. Ses yeux verts dominent le monde. Elle s'ennuie. Et du fond de cet ennui, un monstre s'éveille. Ce monstre est une femme qui aime la souffrance des autres, qui aime lire l'effroi dans leurs regards, écouter leurs cris désespérés. La bête qui monte en elle est folle, sadique, meurtrière. Seule et toute puissante en son royaume, Élisabeth s'ouvre au mal et fait de la cruauté un passe-temps. Elle commence par torturer doucement, du bout des doigts, par-ci par-là. Elle enfonce des aiguilles dans les fesses, les cuisses ou les bras de ses domestiques, pour voir, pour regarder la souffrance et la peur dans les yeux de la victime totalement soumise. Une de ses servantes, qui la coiffe, a un geste un peu brutal. Elle force sur le nœud dans les cheveux. Alors Élisabeth frappe. Le visage, le ventre, le dos, le sexe. Élisabeth frappe avec fureur, avec joie. Le sang l'éclabousse. Elle rit de sentir ses gouttes sur son visage. Elle étale le sang sur son front, ses joues. Elle se regarde dans le miroir. Sa peau sous le sang qui s'écoule est douce, brillante, satinée. Elle est encore plus belle. Et puis, Élisabeth passe à la vitesse supérieure. La torture, la véritable. Des gens disparaissent. Des fermiers venus au château livrer des produits, des marchands, des paysans, des domestiques. On sait qu'ils sont allés au château. On est pratiquement certain qu'ils y sont entrés. Depuis, plus de nouvelles. Ça fait des jours, des semaines. On s'inquiète, on jase.
On parle d'odeurs pestilentielles qui s'échappent des caves, de cris de douleur perçus dans les couloirs. On dit que la comtesse torture par plaisir. On dit qu'elle brûle les chairs au tisonnier, qu'elle arrache la peau, qu'elle découpe les doigts et les sexes. On parle aussi de personnages mystérieux qui vont dans la forêt la nuit venue. Ils se débarrasseraient de cadavres en les livrant aux loups ou en les enterrant loin des chemins. Mais la comtesse a du pouvoir. On ne s'attaque pas comme ça à un personnage de haut rang, respecté par le roi lui-même. Il faudrait des preuves, des témoignages. On n'a rien, pas encore. Alors, on prévient son mari en espérant qu'il saura calmer toute cette folie. Peine perdue. Ferenc est lui-même en train de massacrer des soldats turcs. Il torture aussi, mais lui, c'est du haut vol. Il empale, il écartèle, il décapite à tout va. Alors, les enfantillages de sa femme sur des domestiques et des paysans, il s'en moque. Les terres sont bien gérées, le domaine est en paix, les paysans marchent au pas, alors tout va bien. Les méthodes d'Élisabeth sont peut-être un peu rudes, mais elles portent leurs fruits. Il écrit à sa femme, lui recommande de la mesure, ou tout au moins de la discrétion. Et Ferenc retourne à ses Turcs, qui finissent par avoir sa peau. Le prince noir est tué en 1604 sur le champ de bataille. Élisabeth a 44 ans, elle est toujours aussi belle et encore plus libre, encore plus puissante. Car une fois son mari enterré, Élisabeth hérite des terres et de tout ce qui vit dessus. Elle est la maîtresse de son monde. La folie va grandir, une folie démesurée. La page qui mène à l'épouvante se tourne après une révélation. Élisabeth va vieillir. L'histoire se déroule au cours d'une promenade. Élisabeth et l'un de ses cousins se baladent aux alentours du château. Ils croisent une vieille dame. Elle est courbée, ses cheveux grisâtres se font rares, sa peau est parcheminée, couverte de rides profondes et sales. Il ne lui reste que 3 dents plantées dans une gencive noire. Élisabeth se tourne vers son cousin et lui dit « Que ferais-tu si je t'ordonnais de lui faire l'amour, là, maintenant ?» Le cousin répond en tremblant « Ce serait horrible. » La vieille a entendu l'échange. Elle regarde Élisabeth de ses yeux noirs, elle la pointe du doigt et d'une voix ferme, sans concession, elle lui dit « Un jour, tu seras comme moi. » Élisabeth est tétanisée. Elle pourrait punir la vieille pour son insolence. Elle n'en fait rien. La vieille a raison, elle le sait. Un jour, elle va vieillir. L'idée la ronge. Elle est de plus en plus irritable. Un jour, pour punir une servante, elle fait enduire son corps de miel avant de l'abandonner dans un champ à la merci des abeilles et des fourmis. La comtesse se rend à Vienne. Elle rencontre des herboristes qui lui confectionnent des baumes à base de plantes ou d'autres choses, notamment du sang humain. Ça ne suffit pas. Élisabeth scrute sa peau, son visage, tout son corps. Elle cherche les signes, les marques, les taches, les plis. Elle est obsédée, non pas par la mort, mais par la déchéance. Au fin fond de la Transylvanie, elle se rend chez une sorcière qui lui parle de sang humain, de sacrifices pour appeler l'innommable, de pactes maléfiques. Elle poursuit son voyage, toujours plus au sud. Elle parvient jusqu'en Égypte, au Caire. Là-bas, sous les chants des muezzins qui appellent les fidèles à la prière, elle rencontre un vieux sorcier arabe. Un homme venu du sud qui connaît les mystères de l'Afrique et les démons du désert. Quand Élisabeth rentre au château, elle en est convaincue. Le sang joue un rôle essentiel. C'est lui qui donne la vie, qui régénère les corps, qui repousse l'usure. Il faut du sang humain, du sang neuf. Mieux, du sang de vierge. Là est le secret de l'éternelle jeunesse et de la beauté. Des bains de sang. Et le massacre commence. Élisabeth s'entoure de complices. Un nain nommé Fichko, la nourrice de ses enfants Ilona, une autre employée du château qui se nomme Darko. Ils écument la région à la recherche de jeunes filles. Ils négocient avec les paysans pauvres qui sont entourés d'une marmaille impossible à nourrir. Alors, contre un peu d'argent,
On donne une fillette. Après tout, on lui promet un travail à la cour. Elle passera le balai, dormira sous les tables et mangera les restes, mais au moins, elle sera au chaud et nourrie. Alors, on donne sa fille à la comtesse. On parle de dizaines, de centaines de morts. Les victimes sont battues, torturées, mutilées, mises à mort par la faim ou le froid. On les vide de leur sang et la comtesse peut prendre ses bains. L'histoire dure des années. Dans la région, on comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Toutes ces personnes disparues, ces enterrements clandestins qu'on surprend certaines nuits. Mais personne n'ose s'élever contre la comtesse Báthory. Personne sauf un prêtre. Il se nomme István Magyari. C'est le prêtre de la localité de Charkitse. Autant dire qu'il est informé. Les paysans et les habitants du coin se confient, se confessent. Dès les premières disparitions, il envoie des lettres à Vienne, mais le courrier est intercepté et détruit. Il tente alors de se rendre lui-même à la cour du roi, mais les hommes de main de la comtesse l'arrêtent. En 1610, 6 ans après qu'Élisabeth a commis ses premiers meurtres, Magyari parvient à s'échapper et rejoint Vienne où il dénonce publiquement les exactions de la comtesse. Au début, on ne prête pas attention à ses propos. Les victimes sont des enfants de paysans, de petites gens. On ne va pas se mêler des affaires locales de la comtesse Báthory. Mais justement, la comtesse commet une erreur. Elle commence à enlever et à tuer des jeunes filles issues de la noblesse. Les familles réagissent et à leur tour alertent Vienne. Ça commence à faire beaucoup. Le roi envoie son premier ministre sur place. Il se nomme Gheorghe Thurzo. Il est le 2e homme le plus important du royaume. Sa parole est d'or. Avec lui, pas de rumeurs. Ce qu'il révélera sera la vérité. Et le 29 décembre 1610, Thurzo se rend à Charkitse. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Dans les caves du château, des cages minuscules où sont enfermées des fillettes. Des salles de torture au sol couvert de sang, des cadavres putréfiés, des bacs remplis de sang, l'horreur. La comtesse et ses complices sont arrêtés et interrogés. Tous racontent des histoires plus abominables les unes que les autres. Les fillettes étaient battues à mort. Pour récupérer le sang, on leur coupait les doigts et on perçait les veines. Parfois, il y avait tant de sang autour du lit de la comtesse qu'on dispersait des cendres pour le boire. Parfois, la comtesse mordait directement les filles jusqu'au sang qu'elle buvait. Les témoignages se multiplient, les victimes s'additionnent. On parle de 600 personnes assassinées. Un procès se tient rapidement. Les complices de la comtesse sont torturés et brûlés vifs. Élisabeth, du fait de son rang, est emmurée vivante dans une pièce de son château. Elle mettra 3 ans à mourir. Depuis, on raconte l'histoire. On l'exagère sûrement. Chacun y va de sa version, en livre, en bande dessinée, au cinéma. Comment savoir le vrai du faux ? Plus de 4 siècles se sont écoulés. Il existe peut-être un moyen. On raconte qu'avant de l'emmurer, des religieux ont donné à Élisabeth un cahier afin qu'elle confesse ses péchés par écrit pour peut-être accéder à la rédemption. Le cahier existerait toujours. Il serait dissimulé dans les archives d'un monastère situé aujourd'hui en Slovaquie. Ce serait un sacré voyage, à la recherche de la dernière confession de la comtesse sanglante. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.